Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons en direct. Nos invités sont avec nous. Marie-Angèle, le thème du jour. Oui, bienvenue chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons débattre durant cette émission de l'unité nationale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous le savez, ce sont des thèmes qui sont chers aux candidats, qui en parlent régulièrement lors de leur meeting de campagne. Il ne leur reste plus que quelques heures avant de clôturer officiellement cette campagne. Alors on va souhaiter la bienvenue à nos invités. Je commence par vous, Dr Albert Mabry-Touaqueuse. Vous êtes ministre du Plan et du Développement, mais vous représentez sur ce plateau le candidat Alassane Ouattara. Bienvenue. Bienvenue à vous également, Agnès Monet. Vous êtes secrétaire générale du FPI, mais vous représentez le candidat Pascal Affingues. Tout à fait. Et enfin, bienvenue à vous, Dr Yodé Simplice-Dion. Vous êtes directeur de campagne du candidat Charles Konan-Banny et vous représentez donc effectivement ce candidat sur ce plateau. Tout à fait. Chers invités, merci beaucoup. Eux aussi, ils ont plusieurs fois manifesté le désir de prendre une part active à cette émission. Aujourd'hui, nous leur donnons raison. Ils pourront effectivement participer à cette émission. Ce sont vous, les téléspectateurs. Vous pouvez nous envoyer vos réactions et pas un canal bien spécifique. Qui s'affiche d'ailleurs sur votre petit écran. Alors, cif2015@africa24tv.com. Envoyez tout de suite vos questions, vos réactions. Nous les lirons sur ce plateau. Peut-être vous pouvez même vous adresser d'ailleurs aux personnes qui sont présentes. Unité nationale et réconciliation pour nous permettre d'entrer dans le bain du sujet, Marie-Angèle, un élément d'illustration. Alors, un élément qui va nous permettre de savoir effectivement si dans les faits, ceux qui se sont succédés sur le fauteuil de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire ont véritablement œuvré pour cette réconciliation et pour cette unité surtout nationale. La nation ivoirienne est-elle unie en 2015? Élément de réponse dans ce reportage signé Serge Kofi, envoyé spécial en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise post-électorale en 2010, ayant fait plus de 3000 morts. L'ex-président Laurent Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale, accusé de crimes contre l'humanité. Son épouse et des milliers de ses partisans ont été emprisonnés. Cet épisode de l'histoire de la Côte d'Ivoire a créé une fracture profonde au sein de la population. Une commission, Dialogue, Vérité et Réconciliation a été créée en 2011 pour situer les responsabilités, entendre les victimes, auteurs et témoins des crises politiques militaires qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1999. Le bilan de cette commission a été jugé peu satisfaisant au regard des attentes des victimes. Cette commission importante, cette commission dans laquelle les communautés nationales et internationales se sont impliquées corps et âme pour permettre aux victimes de retrouver leur dignité, pour permettre aux victimes d'être rétablies dans leurs droits essentiels, pour offrir le pardon en vue d'une réconciliation nationale parfaite et souhaitée par tout le monde. Mais malheureusement, encore une fois de plus, la mise en œuvre de ce processus a été galvaudée. Les victimes ont été éjectées et à la fin de sa mission, nous constatons que la CDVA a échoué. L'association pointe du doigt le manque d'audience des victimes et l'absence de la société civile dans la conduite du processus de réconciliation. Charles Konan-Banny, l'ancien président de la commission, reconnaît avoir accompli sa mission, mais relativise sur les résultats. Laurent Gbagbo a été le président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et Laurent Gbagbo a été un des protagonistes de la crise post-électorale. Il se retrouve là-bas. La crise post-électorale a entraîné des morts. Il y a eu la guerre. J'imagine que quand il y a la guerre, ce ne sont pas les soldats d'un seul camp qui tuent les soldats, les partisans de l'autre. Peut-être qu'il a une certaine responsabilité en tant que chef d'État, la responsabilité politique, n'est-ce pas? Mais il n'est pas la seule à la partager. En même temps, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui considèrent que c'est injuste qu'ils soient là-bas. Et plus loin, ils considèrent qu'il n'y aura pas de véritable réconciliation tant qu'un de leurs fils emblématiques sera en prison. Pour éviter les erreurs du passé et ramener la cohésion au sein de la population, le gouvernement a mis en place en 2012 le PNCS, le Programme national de cohésion sociale. Le PNCS fait de la sensibilisation pour que les Ivoiriens se retrouvent et que les élections à venir se déroulent sans violence. Depuis les affres de 2010, personne ne veut vivre cela. Donc nous continuons donc à faire beaucoup de sensibilisation pour que les élections qui viennent se déroulent sans violence. Ces tueries, ces meurtrissures, ces blessures physiques et morales. Beaucoup de gens, en tout cas, qui pensent Côte d'Ivoire, ne sont pas prêts à recommencer ce que nous avons vécu.
au programme national de cohésion sociale, nous faisons donc beaucoup de sensibilisation pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut plutôt mettre en avant l'intérêt général au lieu de mettre les intérêts partisans ou les intérêts particuliers. Il faut penser à la Côte d'Ivoire, qui est notre boussole, qui est notre bien, notre patrimoine commun. Le système judiciaire du pays, considéré comme étant de nouveau fonctionnel, des procès ont été enclenchés contre les différents acteurs ayant pris part à la dernière crise. C'est dans ce cadre que Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été jugée et condamnée à 20 ans de prison en mars 2015. Cependant, des organismes de défense des droits de l'homme comme l'ONG Human Rights Watch mettent en garde le président contre une politique de justice partiale qui ferait obstacle à une véritable réconciliation. Les Ivoiriens espèrent qu'au retour du 25 octobre, le président de la République qui sera élu inscrive la réconciliation nationale comme priorité de son mandat pour ramener véritablement la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Dans un souci de structuration de cette émission, nous allons parler d'abord de l'unité nationale avant d'entamer la réconciliation nationale. Madame Monet, dites-nous, l'unité nationale, comment est-ce que vous la vivez ici en Côte d'Ivoire? Merci, M. Babilas. L'unité nationale, nous l'avons connue, nous l'avons vécue. Quand nous étions élèves, simplement parce qu'à cette époque-là, ce qui prévalait, c'était notre statut d'Ivoirien, de jeunes Ivoiriens. Et je me souviens que la plupart du temps, dans les lycées et collèges, nous ne nous demandions même pas de quelle région sont nos amis. Et puis, il y avait aussi le système, comment dire ça, d'affectation, n'est-ce pas, des élèves. Moi, par exemple, après le premier cycle du secondaire, je me suis retrouvée affectée, n'est-ce pas, pour poursuivre mes études au secondaire au centre du pays, c'est-à-dire au lycée des jeunes filles de Boaké. Et donc, il y avait un brassage de toutes les ethnies, de toutes les aires culturelles en Côte d'Ivoire. Et nous avons vécu vraiment cette étape-là, cette période-là, disons, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait, à un moment donné, l'irruption, n'est-ce pas, de la dimension ethnique dans le jeu politique. Dans le jeu politique, il y a eu rapidement, il y a eu par exemple la Charte du Nord, où à un moment donné, on a voulu absolument faire une division entre le Nord et le Sud, les autres parties du pays. Ensuite, il y a eu aussi cette question d'ivoirité, et il y a eu donc une espèce de suspicion, de défiance même, n'est-ce pas, des différentes aires culturelles, des différentes ethnies. Malheureusement, on n'a pas pu stopper cela, et tout cela a dégénéré, il faut le dire, hein, dans le jeu politique, et qui a vu son dénouement le 11 avril 2011. Alors on va demander... Donc aujourd'hui, l'unité nationale, il faut le reconnaître, sincèrement, elle est mise à mal. Et surtout, lorsque le chef de l'État lui-même ne fait pas l'effort d'être vraiment le ciment au niveau de l'unité nationale, et que dans la gestion, dans la gouvernance, il accentue cela parce que lui-même, il a reconnu le rattrapage ethnique. Merci Madame Monet. Alors Docteur Dion, justement, certains estiment que la Côte d'Ivoire était unie sous Félix Houphouët-Boigny et que cette unité s'est effritée. D'autres considèrent qu'à contrario, la Côte d'Ivoire masquait un certain nombre de problèmes qui se sont révélés simplement à partir de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. Mais bien sûr que... commençons d'abord par un principe. C'est que gouverner, c'est construire l'homogène à partir de l'hétérogène. Construire l'un à partir de ce qui est divers. Principe assez évident. Le président Félix Houphouët-Boigny, dont Charles Konan-Banny est disciple et héritier, a bien compris que c'est de la diversité que naît l'unité. Et Houphouët, dans un contexte multiethnique comme le nôtre, a réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de l'unité nationale. Il se trouve, et vous venez de le rappeler, que depuis la disparition d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus. Nous n'avons plus ni père, ni repère. Mais aujourd'hui, cette unité-là que nous recherchons voudrait être remplacée par l'uniformité.
Mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Nous pouvons être unis, mais nous pouvons avoir des conceptions différentes, c'est-à-dire vivre nos sensibilités existentielles de façon différente. Ce qu'on veut nous proposer aujourd'hui, c'est qu'on pense la même chose, c'est qu'on conçoive la même chose, c'est qu'on suive une seule et même personne. Ce n'est pas de l'unité, c'est de l'uniformité. Et le défi qui se pose aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions retrouver cette unité perdue, Madame vient de le noter, par la faute de certains politiques, par la faute d'une certaine conception de la politique qui pense qu'il faut diviser pour régner. Merci beaucoup, M. Dion. M. Mably-Touakeus, certains estiment que le clivage qu'on observe aujourd'hui, c'est du fait de l'histoire, mais d'autres estiment quand même que c'est purement de la faute de la gouvernance des différents dirigeants qui se sont succédés. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cela? Il y a peut-être un peu de tout. Moi, je voudrais rejoindre mon jeune frère et ma sœur qui m'ont précédé pour dire que ce pays est un pays de brassage. Houphouët-Boigny, dont les enseignements continuent de nous guider aujourd'hui, l'a affirmé dès le départ, quelque temps après l'indépendance. Il a dit que nous avons eu un pays, donc il y a eu l'indépendance, nous avons un pays, un État, mais que la nation était à bâtir. Et pour bâtir la nation, c'était des efforts qu'il fallait faire, tant au niveau des politiques qu'au niveau des différentes composantes de notre société. Cela demandait que nous prenions l'unité nationale qu'on la prenait des yeux. Je me rappelle, j'étais encore jeune étudiant, lorsqu'on sentait que les Ivoiriens ne parvenaient pas à se mobiliser autour de leur équipe nationale. Fologo, il est encore là, a lancé le conseil de sursaut national pour fouetter l'orgueil des Ivoiriens, pour soutenir l'équipe nationale. Vous voyez donc, malgré les efforts, malgré ce dont elle a parlé, l'affectation des uns dans les régions des autres, les jeunes fonctionnaires qui se retrouvaient ailleurs, les fêtes tournantes, les déplacements du président Houphouët-Boigny à l'extérieur avec des troupes de danse de différentes parties de la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qu'il prenait des troupes à l'ouest pour aller en Italie, pour aller aux États-Unis. Malgré tout cela, il y avait du chemin à faire. Et nous devons comprendre que ça ne se passe pas en 1 an, en 2 ans, en 10 ans. Il faut, lorsque 60 groupes ethniques, bien entendu, nous avons des grandes composantes qui peuvent se retrouver, mais quand 60 groupes ethniques se retrouvent pour bâtir une nation, ça demande du chemin, ça demande de la patience et ça demande la prise de conscience, de sorte qu'on ne détruit pas pour des raisons politiques ce qui a été construit avec tant d'énergie et tant de génie. Voilà où nous en sommes arrivés. Les responsabilités, nous pouvons les situer, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, qu'on dise que le président Alassane Ouattara est en train donc de reculer sur le chantier de l'unité nationale, je m'inscris en faux. Je pense que le président l'a démontré dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, en commençant par cette région qui a perdu énormément l'ouest de la Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'il continue aujourd'hui. Nous pouvons voir à quel point il a rassemblé et quelle force il a donné à des composantes essentielles comme la chefferie traditionnelle. Madame Monet, qu'est-ce qui a réellement accentué les clivages en Côte d'Ivoire? Le problème du foncier, de l'ivoirité, selon vous? Je pense qu'il faut que nous puissions, n'est-ce pas, accepter cela. Je pense que c'est vrai qu'on dit que le concept d'ivoirité peut s'apparenter aussi à ce que Senghor appelait la sénégalité et tout, mais je pense que ce concept-là, qui en fait voulait, comme il a dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, il a parlé de sursaut national, etc. Effectivement, à la base, l'ivoirité, c'était effectivement créer peut-être une autre forme d'unité, mais cela a été galvaudé. Quelle forme d'unité ça aurait pu vouloir créer? Non, c'est-à-dire que ça peut être simplement, comment on appelle ça, les valeurs qui unissent les Ivoiriens. Parce que c'est une question aussi d'identité. Les valeurs parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas que les 60 ethnies. Mais en plus des 60 ethnies, tout le monde sait que la grande hospitalité de la Côte d'Ivoire a fait que nous avons aussi accueilli sur le sol ivoirien beaucoup d'autres communautés, beaucoup de frères de la sous-région, mais même de régions lointaines. Donc peut-être à un moment donné, il s'est trouvé qu'il fallait, n'est-ce pas,
un instrument pour faire ressortir ce qui devrait unir les Ivoiriens. Et ça a été galvaudé, il faut le dire. Et malheureusement, par la suite, qui est-ce qu'on va accuser par rapport à cette ivoirité-là? C'est le président Laurent Gbagbo. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi que il y a eu cette histoire de la Charte du Nord. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais avant, on ne faisait pas. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à stigmatiser, à faire comprendre que les frères du Nord étaient stigmatisés. Et quand quelqu'un veut faire la politique en mettant le concept ethnique devant, et c'est ce que l'acteur politique, M. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il a fait. C'est parce que je ne suis pas musulman, c'est parce que je suis du Nord qu'on ne veut pas que je fasse la politique, que je sois président de la République, etc., etc. Et c'est comme cela que, bon, finalement, alors qu'avant... Donc pour vous, juste l'ivoirité, c'est un concept qui n'avait pas vocation à diviser les Ivoiriens, bien au contraire. Je pense que ça a été vraiment galvaudé. Mais malheureusement, elle n'avait pas non plus sa place d'être là. Mais je pense que ce qui a surtout contribué à créer la méfiance, c'est cette histoire de Charte du Nord. Et donc, avant, nous sommes là, avant porter, par exemple, le boubou, qui est vraiment comment dire ça, la tenue qui caractérise le Nord, mais tout le monde, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne avait sa tenue du Nord. Vous voyez, ça peut être comme rien, mais c'est important. Donc je pense que la question de l'ivoirité, peut-être que ce terme-là, on n'aurait pas dû même le concevoir. Et puis il y a eu des dérives, il faut le dire, parce que ça a créé finalement le repli, une espèce de repli. Il y a eu aussi la question de la Charte du Nord, et on a commencé à embobiner les populations sur des questions ethniques, sur des questions religieuses que la Côte d'Ivoire n'a jamais connues. Merci beaucoup, Madame Monet. Monsieur Dion, quand on parle de clivage ethnique aujourd'hui, on a tendance à jeter la pierre à ceux qui ont dirigé le pays, soit ces 4 dernières années, soit ces 10 dernières années. Mais si effectivement il y avait un vrai tissu social bien composé, est-ce que vous pensez que aussi facilement et en très peu de temps, on pourrait descendre si bas? Je vous comprends. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que si cette unité était consolidée, si les bases étaient solides, rien ne pourrait conduire la Côte d'Ivoire à cette situation que nous connaissons. Mais il se trouve qu'il s'agit des hommes. Il se trouve que nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas forcément lire et écrire, ou donc ils sont forcément manipulables. La communication. Ce n'est pas une bonne excuse, parce qu'il y a des pays où le taux d'analphabétisme est très très élevé, pourtant les gens vivent tranquillement parce que les gens n'ont pas été aussi manipulés qu'en Côte d'Ivoire, avec des concepts que Madame vient de relever, avec des ambitions qui ont cristallisé la question ethnique. Elle vous a rappelé un certain nombre de mots et de phrases qui au départ nous paraissaient des phrases qui n'ont pas trop d'importance, mais qui après ont eu des conséquences terribles. Si je ne suis pas retenu là, c'est parce que je suis candidat du Nord et musulman. Du Nord, concept très dangereux parce que c'est ethnique, et musulman, c'est-à-dire introduction du concept religieux dans la politique. Une fois que vous entrez dans cela, ça devient difficile. Et quand la Côte d'Ivoire, qui a constitué l'Eldorado pour beaucoup de nos frères étrangers, commence à connaître des problèmes économiques difficiles, vous comprenez bien, avec l'immigration que nous n'avons pas pu maîtriser véritablement, à un moment donné, se met en place ce qu'on appelle la politique de préférence nationale. Et je crois que c'est la traduction de cette politique de préférence nationale qui a dû donner l'ivoirité, concept qui est tombé à un moment où les élections se préparaient. Et donc, on a dû faire une exploitation, une instrumentalisation politique du concept. Et à partir de là, avec le problème de foncier qui se pose, puisque la terre n'étant pas extensible à souhait, et que la pression étant forte sur les terres, on s'est dit, on veut nous exproprier, on avait nos terres, on est là depuis 20 ans, on veut nous prendre nos terres. Alors tout ça, ça crée vraiment une véritable bombe que nous sommes en train de payer aujourd'hui, parce que la bombe a explosé et nous en gérons les conséquences.
néfaste. Monsieur Touakeus, Oui. certains Ivoiriens estiment qu'il n'y a pas eu réelle volonté, ces 5 dernières années, par exemple, d'unir les Ivoiriens, qu'on est passé par le développement économique pour souder les Ivoiriens, et que cela n'a pas fonctionné. Que répondez-vous à ça? Non, on ne peut pas dire ça. Mais avant d'en arriver, je voudrais rapidement, je ne veux pas revenir sur des faits passés qui ont fait de la peine aux Ivoiriens et à ces pays. Mais je voudrais dire que sur la question donc de la régionalisation et surtout de l'utilisation de la région ou de l'ethnie, il y a des faits passés qui remontent au début des indépendances. Je ne veux pas les rappeler, mais ils le savent. Ils le savent et ils savent que... non, je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est des choses... Je voudrais dire que nous avons connu des problèmes graves dans le centre-ouest. Qui ont amené, les Ivoiriens le savent, surtout les plus anciens, mais je voudrais dire que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce que je veux dire ici, et j'en arrive justement à quelques éléments des efforts faits par le président Ouattara, ce n'est pas juste de dire que nous sommes passés par le développement économique pour rassembler les Ivoiriens. Nous savons que le développement économique, c'est important, parce que la réconciliation aussi se fait autour de l'équité dans donc le bien-être au niveau des concitoyens. Donc, faire des efforts en matière d'accès à l'école, en matière de santé, en matière de cadre de vie, tout cela de manière équitable, c'est important. Mais je voudrais dire que la base de tout cela, vous ne pouvez pas parler de réconciliation si vous n'avez pas un pays en paix, en sécurité et stable. Et nous avons commencé par là. Et des efforts importants ont été faits, y compris tout ce que le président Alassane Ouattara a fait dans le cadre de la CEDEAO vis-à-vis de nos voisins, faire en sorte que nos frontières soient sécurisées, essayer de rassembler l'armée nationale, etc. Lorsque nous avons fait cela, par la suite, nous avons renforcé le chemin de la réconciliation. Je voudrais dire que la réconciliation, le cadre de la réconciliation a été proposé par l'Union africaine déjà en février-mars 2011, Afin Guessa était de ce déplacement à Addis Abeba, où on nous a dit ce qu'il fallait faire et tous nous étions engagés. Évidemment, quand on est revenu, Afi, qui a donc le souvenir de cette catastrophe qu'il a connue après Makoussi, a tout de suite, avant même qu'il ne prenne l'avion d'Addis Abeba, il a reculé. Mais le président Ouattara essaie d'appliquer tout cela, d'où la création de la CDVR. D'où la création de la CDVR. Oui, mais avant de vous laisser continuer, il y a, les précédents invités ont dit quelque chose de très important. Oui, on m'empêche d'être candidat parce que je suis du Nord ou parce que je suis musulman. Je voudrais que vous me disiez, est-ce que ce n'est pas un peu excessif de parler comme ça? Si la phrase est exacte, je voudrais que vous... Je ne sais pas si la phrase est exacte, ils pourront le dire, mais ce que je veux vous dire, ce que je voudrais vous dire, j'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des cas du début des indépendances, et j'ai dit que nous avons connu des moments ici où il y a eu la révolte de certaines régions, de certains groupes, sur le plan politique, avec de la manipulation. Mais je ne voudrais pas que nous insistions sur cela et que nous voyons dans les faits de manière concrète. Moi, je suis du Grand Ouest. Je sais, par exemple, que dans le Grand Ouest, je le rappelais à mes parents à Gagnoua, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de mon passage, que dans le Grand Ouest, dans les années 70, au début des années 80, quand un Yacouba retrouvait un Bété ou un Guéré, il appelait pays. Et tout de suite, ça créait un lien fort et ça créait la solidarité, les uns pouvaient vivre. Donc il y a cet attachement, il y a cette fierté régionale qui a toujours existé et il y a ce combat-là, cette compétition qui a toujours existé, qui est une très bonne chose. Maintenant qu'on essaie d'exploiter ça politiquement, c'est des situations qui sont survenues, mais que nous devons oublier, sur lesquelles nous ne devons pas bâtir. Monsieur Mabry Touakeus, merci. Nous avons aussi posé la question aux Ivoiriens, aux Ivoiriens lambda, qui se sont prononcés là-dessus. Mais avant, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont commencé par nous écrire, nous en tenant compte pour mener ce débat. Ils peuvent continuer par nous envoyer leur avis, leurs réflexions par rapport au thème du jour, réconciliation nationale et unité. Et Marie-Angèle, et si nous écoutions les téléspectateurs? Oui,
téléspectateurs, d'ailleurs, toutes ethnies confondues de la Côte d'Ivoire, à qui nous avons posé justement un certain nombre de questions concernant l'unité nationale et la réconciliation dans leur pays. Voici ce qu'ils en pensent. Nous nous retrouverons juste après pour en discuter sur ce plateau. Il faut que les politiciens que nous aimons bien, entre eux, se parlent franchement. Tout ne peut pas être favorable par rapport à ce que moi je veux. Je veux que ça soit comme ça. La loi, c'est parce qu'il y a des voleurs qu'il y a des policiers. Pour la réconciliation dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a une condition sine qua non, c'est vraiment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, qui est vraiment, moi je pense que nécessaire, plus qu'indispensable. C'est ce que je pense. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation d'un État pendant que la franche partie de la population se retrouve en exil et il y a une grande partie de la population en prison. Vraiment, moi, cette réconciliation, je ne la vois pas ou du coup, je ne la sens pas. Les analphabètes, il y en a beaucoup. Et ceux-là sont utilisés par les politiciens, les soi-disant intellectuels, que moi j'appelle des lettrés, parce que des fois ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire leur retombe sur le pied. Il faut d'abord décrypter l'atmosphère, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'atmosphère est tendue. Et pour cela, il faut d'abord commencer à engager un dialogue politique réel, véritable, et puis libérer les prisonniers politiques. Tous ceux qui sont internés, pour ne pas dire incarcérés dans les geôles, il faut les libérer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Vous les libérez pour qu'il y ait une véritable réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens de gauche, de droite, de l'Est et de l'Ouest, vraiment ils en ont gros sur le cœur. Je pense que les leaders politiques, la société tout entière doit tirer les leçons de l'échec que la réconciliation a connu depuis 2000, après la crise post-électorale surtout. On ne peut pas parler de réconciliation globale. Il faut que dans la mentalité, dans l'esprit des gens déjà à petite échelle, la bonne foi, le respect mutuel, le respect des libertés de chacun, il faut que ça soit une réalité pour qu'à grande échelle, ça soit effectif. Il faut forcément qu'il y ait les deux parties. Quand on fait palabre toujours, on prend les deux parties, on prend l'autre, on fait asseoir, on leur demande, on dit bon mon frère, tu as mal fait, embrassez-vous, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus que ça se répète. Mais on ne peut pas faire une réconciliation. En ce moment, il y a d'autres qui sont en exil, il y a d'autres qui sont en prison, et puis bon, on est sur le terrain, on dit réconciliation. Ça c'est dans la bouche.